Le mouvement de la ruralité, c'est l'esprit d'ouverture pour vivre ensemble dans le respect de l'autre. À toi qui viens d'ailleurs, vis au son de ton nouveau village. Profite d'un ciel sans nuages. Pour vivre heureux, évite les clivages. Ici, ce qui nous unit, c'est le sens du mot partage. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Oui mon ami, n'oublie jamais, au grand jamais, la grande histoire que racontent tous nos clochers. Les cloches de nos églises ont fait partir nos pères sur les chemins douloureux de ces grandes guerres. Mais elles ont toujours sonné avec passion, donnant leur voix le jour de nos libérations. Debout. Était disponible. On va encourager les écologistes. Malheureux. Madame la ministre d'État, Monsieur le député européen, Mesdames et Messieurs les élus, mes amis du MIL qui ont organisé ce soir, chers amis. Si je suis ce soir à vos côtés, c'est par la volonté de Michel Alliot-Marie, parce que vice-président du mouvement Chasse, Pêche, Nature et Tradition, je serais tenté de dire et de continuer par gastronomie, agriculture, viticulture, forêt, montagne et chasse, des l'Encroix, Entrecôte, Palombe, Corrida, Ortolan, en fait, toute la carte postale et culturelle de ce grand sud-ouest. Écologiste. Un peu. Et protecteur de la nature. Si avec Gwenel nous formons une belle équipe, le rural et le urbain, l'oiseau des villes et l'oiseau des champs, nous portons pour autant le même message, celui d'une autre Europe, celui du mieux d'Europe. Une Europe qui se consacre à l'essentiel, la sécurité, la santé, l'emploi, l'économie, avec une politique européenne qui mobilise les moyens et ses énergies pour apporter aux citoyens européens des réponses concrètes à leurs besoins au quotidien. Une Europe moins normative, moins technocratique, dont les directives contraignantes propagent depuis trop longtemps le désamour de l'Europe. Je citerai quelques exemples, celui, par exemple, pour nous chasseurs des oies cendrées, que les chasseurs de France ne peuvent chasser. Lorsqu'elles repartent de l'Espagne, elles ont passé l'hiver, elles passent sur la France, et nous ne pouvons pas les chasser pour quelques directives européennes, alors qu'elles sont trop nombreuses en Europe, que l'Europe finance des millions d'euros de dégâts agricoles en Hollande, en Allemagne, en Belgique, et qu'elles seront gazées et détruites lorsqu'elles rentreront dans leur pays d'origine. Autre exemple d'une Europe trop normative, aux transpositions ubuesques qui démotivent nos petites entreprises rurales, l'exemple des petits vendeurs sur les marchés de France, source d'activité, de vie et de plaisir, non seulement pour les petits et les jeunes enfants et les parents, parcourant ces marchés animés, pour cause de nouvelles normes, de taille de cage pour les oiseaux qui ne sont plus adaptés, ils se voient contraints de mettre la clé sous la porte, car plus suffisamment porteurs et marcheurs. En fait, autre exemple, ou récemment dans le cadre d'une directive européenne sur la santé animale, M. José Bové, pas le même Bové, José Bové, et les Verts allemands ont déposé un amendement qui consistait à vouloir interdire l'usage des appelants de palombes, de canards, d'alouettes, de corvidés, soutenu par M. Mélenchon et 162 autres parlementaires. Heureusement, le groupe PPE, la droite européenne, avec l'aide de Michel Alliot-Marie, s'est mobilisé pour rejeter cet amendement dogmatique. Dernier exemple, avec la distorsion de traitement entre nos agriculteurs européens. Ceux des États membres voisins qui, pour des raisons de santé publique, se voient, comme nous, interdire des produits et qui les utilisent. Il suffit de passer la frontière espagnole pour récupérer quelques produits encore en vente libre, alors que nos agriculteurs ne peuvent pas les utiliser. Et lorsque, comme le dit Michel, et à juste titre, c'est pour des raisons de santé, on ne comprend pas que l'Europe n'arrive pas à être juste sur ce dossier et interdit totalement sur le territoire européen, car c'est la double
Punition pour nos producteurs, non seulement ils ne peuvent pas travailler dans des règles qui soient facilitées, et en plus les produits des États membres se retrouvent sur les étals et dans les assiettes des consommateurs. Donc là aussi l'Europe perd un peu de bon sens dans ses décisions. Alors que ce soit pour Michel au travers des traditions taurines, ou pour Alain Juppé, qui vient de danser ce soir avec un oiseau landais de saveur particulière, ou pour moi-même avec ma passion pour la chasse des migrateurs, nous avons tous cet ADN commun qui nous attache aux traditions du Sud-Ouest. Le 25 mai prochain, nous aurons l'urgence d'envoyer Michèle Alliot-Marie au Parlement européen. Elle sera notre étendard. Et si nous nous mobilisons bien, si nous votons bien, si nous faisons voter Franck Proust ici présent, Marie-Thérèse Sanchez-Smith et Jean-Marie Belin, le quatrième, pourraient très bien se retrouver élus. Il faudra faire fort. Mais ceci dit, envoyer 4 mousquetaires à l'Europe pour défendre le Sud-Ouest, ça serait une bonne chose. Moi, chers amis, je compte sur vous pour le 25 mai. Une large victoire au Parlement européen est importante. Et si on se mobilise, comme on le fait sur le terrain en ce moment, je crois à cette victoire parce qu'on en a vraiment besoin. Alors avec vous, Michel, Franck, j'espère qu'on arrivera à renverser cette Europe, qu'on mettra sur les 3 chemins, celle qui fait qu'on adhérera et qu'on l'aimera, et que tous ensemble on puisse être fiers de cette Europe. Merci à vous. Semblant d'élever, entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, d'un sang impur, à breuve nos sillons. Virginie, c'est notre nouvelle Aliénor d'Aquitaine. Voilà. Et nous, ces colistiers, ces meilleurs troubadours. On chante chaque soir ses louanges, car il illumine cette campagne des régionales par ses compétences, sa fraîcheur, politique notamment, son authenticité et sa capacité à pouvoir changer les choses. Alors, si notre nouvelle Aliénor nous procure richesse, festivité, bombance et parties de chasse, là je suis totalement sous charme. Chers amis, je vous invite tous ici présents ce soir à devenir les troubadours de Virginie d'Aquitaine. Troubadours de l'Union, portés par votre voix les qualités incontestables de notre tête de liste. Dites bien qu'elle est la meilleure pour conduire cette grande région, pour lui donner un véritable développement économique, social et environnemental, comme nous le souhaitons. Parce qu'elle partage avec nous nos valeurs, celles de l'entreprise, celui de la terre, du monde rural, de nos racines et de l'amour de cette belle et grande région. Alors si vous jouez bien Troubadour, ensemble nous chanterons la victoire le 6 et le 13 décembre prochain. Vive la ruralité, vive la France. Merci. Et maintenant, c'est à Virginie. Cher Alain, cher Jean-Christophe, cher Jean, chère Virginie, chers vous tous, chers amis, ce soir je ferai court et j'irai à l'essentiel. J'avais juste un petit message à passer à mes amis chasseurs, pêcheurs et agriculteurs. Représentants de chasse, pêche, nature et tradition dans cette grande région du Sud-Ouest, le berceau de ces PMT, le Sud-Ouest, j'ai l'habitude de dire que je porte en moi le label de qualité du Sud-Ouest.
Et Dieu sait que c'est un label de qualité. Même si je n'ai pas fait le Tour de France comme toi, Jean, à pied, j'ai mené de nombreuses campagnes électorales dans tout ce sud-ouest et même au-delà. Et nous connaissons tous les deux les difficultés du monde rural. Et nous savons la colère de ceux qui travaillent dur et qui ne gagnent rien. Nous connaissons le mal-être, le désarroi des agriculteurs, des éleveurs, le sentiment d'abandon qui les conduit parfois jusqu'au suicide. Aucune reconnaissance de la société. Pire, ils sont souvent montrés du doigt, soumis à la vindicte des écologistes et d'une administration tatillonne qui n'a que faire des valeurs humaines mais qui débarque à l'improviste, plutôt prompte à les punir avec beaucoup de mépris. Qu'il s'agisse des faucheurs volontaires, des zadistes, des huntes saboteurs ou d'autres ONG environnementales, c'est tout un petit monde qui vient impuni régulièrement agresser les ruraux, des hommes et des femmes de la campagne qui ne demandent qu'à vivre de leur tradition, de leur passion, seule soupape de décompression de leur dure existence. Du dogmatisme environnemental qui conduit jusqu'à traîner dans la boue un honorable maire rural, juste pour avoir curé un canal curé de la main de l'homme. Des gens qui donnent des leçons alors que dans leur propre territoire classé, ils se permettent tout. Comment ne pas comprendre que les ruraux, les agriculteurs, les chasseurs, soumis aux désillusions qui s'écartent des grands partis et qui, pour le vote extrême, devient la règle, et nous l'avons constaté une fois de plus dimanche dernier. Alors, c'est aux chasseurs et aux agriculteurs que je souhaite m'adresser ce soir, à ceux que je connais bien, si bien, leur dire que la fracture qu'ils ont exprimée dimanche a personnellement été vue et analysée. Qu'à leur colère du premier tour doit succéder le vote utile du second tour. C'est avant tout pour eux et pour leurs familles de préparer l'avenir. Rien ne sera pire que le dogmatisme en matière de gestion de l'environnement avec les anti-tout. Rien ne sera pire que le dogmatisme en matière d'agriculture, à l'exemple des retenues d'eau avec les écolos. Rien ne sera pire que le dogmatisme en matière de chasse avec les engagements de Madame Coutan, qui coûteraient cher à la chasse si elles avaient les pleins pouvoirs. Interdiction de la chasse du dimanche, mise en réserve des territoires. Mais que font certains présidents de fédération, attablés à la table de Rousset et à partager la soupe avec les Verts? Rien ne sera pire. Rien ne sera pire que le dogmatisme en matière de transition énergétique, où l'idéologie remplace le bon sens, où on impose des grands moulins à vent là où il n'y a pas de vent, par pure idéologie, en sacrifiant nos territoires de chasse, nos terres agricoles, nos forêts, nos zones humides et nos beaux paysages. À l'école rurale, on m'a appris à avoir du courage et de l'honnêteté. Quand on est viticulteur, quand on est agriculteur, quand on est chasseur, il serait normal de récompenser et de voter pour ceux qui ont travaillé dur, comme le sénateur César avec la loi Éveil, et on peut l'applaudir. Quand on est chasseur, on remercie ceux qui ont mené les 2 lois chasse pour corriger les mauvais textes mis en place par la gauche plurielle. Oui, le monde rural souffre. Oui, les agriculteurs souffrent. Oui, les chasseurs en ont assez des pantins écolos qui viennent le matin vous sortir du lit avec une nuée de caméras et vous exposent sur la place publique avec un slip armé d'une pelle. On viole leur intimité, on viole leur propriété, on viole leur vie privée, on viole leur France. Pourtant, ces braves gens, ils sont dans leur plein droit, ils ne demandent qu'à vivre sur leur territoire. Elle est où la République juste? Elle est où la liberté? Elle est où la justice pour ceux qui travaillent dur et qui veulent qu'on les laisse en paix? Avec Virginie Calmès, vous avez la certitude d'être écouté, respecté, aidé, parce que l'agriculture c'est une source formidable de développement économique des territoires et qu'elle respecte les chefs d'entreprise que vous êtes parce qu'elle est attachée à nos racines, à la terre, et que le travail de la terre c'est noble. Si Rousset est un diseux, Virginie est une creuseuse, et elle sera votre dame de fer, comme elle aime dire, F-A-I-R-E. Avec Virginie Calmels, les chasseurs et les agriculteurs ont la certitude de ne pas être exposés au marchandage avec les anti-tout. Mieux, ils seront acteurs de la gestion de leur environnement. Alors je le redis et je le réaffirme, quand on est agriculteur ou chasseur, le seul vote utile dimanche, c'est Virginie Calmels. Vive la chasse!
Vive la France! Bravo pour ce discours plein de passion. Maintenant, je vais appeler au pupitre Monsieur Jean. Positive, ça. Vous allez bien? Avec ce positive attitude, on va gagner. Alors, je vais freiner un peu mes chevaux, parce que le cheval rural que je suis a toujours un peu la fougue de la campagne, la positive à l'intérieur. J'ai tendance à m'emballer et à mettre la charrue avant les bœufs. Il va falloir de la cohérence dans les urnes dimanche prochain. Tout vote en dehors des candidats de Gironde positive reviendra à voter pour le PS et le Parti socialiste. C'est vrai, c'est le hasard qui a bien fait les choses, mon cher Yves. Quand j'ai vu les couleurs du logo, il ressemblait à celui de CPNT. Et quand Yves Damécourt m'a dit « j'ai pas fait exprès », mais je vais t'expliquer pourquoi. Le bleu qui représente l'eau, l'océan, le bassin d'Arcachon, ses huîtres, sa pêche, ses présalés, ses tonnes, ses lacs, l'estuaire, ses fleuves, la Dordogne, la Gironde, ses carlets, ses bateaux de pêche qui sentent bon la Lose, la lamproie, les crevettes, le mascaret, les zones humides du Blayais, du bec d'Ambès, du Médoc, du Libournais, sa biodiversité remarquable, et c'est... Forêt d'Aquitaine, c'est vrai, le plus grand massif forestier d'Europe. La forêt et ses sylviculteurs, ses palombières, son grand gibier, ses champignons, ses promenades sous le champ des cigales à Ourtin ou des palombes à Bazas. Le vert clair pour les prairies, cher à mon cœur avec l'élevage et la vigne, magnifique vignoble, girondin, du Blayais au Médoc, du Saint-Émilion à l'Entre-deux-Mers et au Sauterre. Allez, j'oserais bien à cette heure une bonne entrecôte bassadaise, bien persillée avec un peu de sarment, cher Yves. Quelque peu accompagné d'un bon vin, de Gironde bien sûr. Voilà la gastronomie girondine, tout ce que représente CPNT à travers ses beaux territoires, ses traditions, dans le logo de Gironde positive. La société civile à CPNT, l'ambiance positive a toujours été là. Oui, vous pouvez applaudir Yves Damécourt, lui donner le tonus du second tour quand il n'a jamais démérité au Conseil général devant les socialistes. Yves Damécourt est l'homme de la situation et il sera un bon président du conseil départemental, un président juste et efficace pour tous les Girondins. La Nouvelle-Aquitaine, l'histoire de notre rencontre à la croisée de nos chemins. Simplement partager notre passion main dans la main. La Nouvelle-Aquitaine, l'histoire d'une rencontre à la croisée de nos chemins. La Nouvelle-Aquitaine, simplement partager notre passion main dans la main. En Nouvelle-Aquitaine, l'amitié ne s'achète pas, elle est notre destin. La Nouvelle-Aquitaine, pour vous donner un peu d'air frais de la grande vallée. La Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, c'est le plus beau partage d'accents de nos terroirs pour une identité. Du fond des Pyrénées, Basques et Béarnais, autour d'une chanson t'offre tant d'émotions. Sur ces longues échasses au fil du temps qui passe, le land est bien tranquille, t'invite au jeu de quilles. Les grands crus de Gironde dès les premiers beaux jours enrobent
les amoureux de quelques mots d'amour. Vert ou blanc, pourpre noir, le Périgord histoire. La Dordogne sauvage t'invite au grand voyage. La Nouvelle-Aquitaine, l'histoire d'une rencontre. Le mouvement de la ruralité, c'est l'esprit d'ouverture pour vivre ensemble dans le respect de l'autre. À toi qui viens d'ailleurs, vis au son de ton nouveau village. Profite d'un ciel sans nuages. Pour vivre heureux, évite les clivages. Ici, La Nouvelle-Aquitaine, l'histoire de notre rencontre à la croisée de nos chemins. Simplement partager notre passion main dans la main. la Nouvelle-Aquitaine, l'histoire d'une rencontre à la croisée de nos chemins. La Nouvelle-Aquitaine, simplement partager notre passion main dans la main. En Nouvelle-Aquitaine, l'amitié ne s'achète pas, elle est notre destin. La Nouvelle-Aquitaine, pour vous donner un peu d'air frais de la grande vallée. La Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, c'est le plus beau partage d'accents de nos terroirs pour une identité. Du fond des Pyrénées, Basques et Béarnais, autour d'une chanson t'offre tant d'émotions. Sur ces longues échasses au fil du temps qui passe, le land est bien tranquille, t'invite au jeu de quilles. Les grands crus de Gironde dès les premiers beaux jours enrobent les amoureux de quelques mots d'amour. Vert ou blanc, pourpre noir, le Périgord histoire. La Dordogne sauvage t'invite au grand voyage. La Nouvelle-Aquitaine, l'histoire d'une rencontre à la croisée de nos chemins. La Nouvelle-Aquitaine, simplement partager notre passion main dans la main. En Nouvelle-Aquitaine, l'amitié ne s'achète pas, elle est notre destin. La Nouvelle-Aquitaine, pour vous donner un peu d'air frais de la grande vallée. La Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, c'est le plus beau partage d'accents de nos terroirs pour une identité. Dans le Lot-et-Garonne, l'accent de nos anciens ont comme un petit goût de doux pruneaux d'Agen. Les portes de Corrèze accueillant les artistes et celles de la Creuse, un vent de liberté. Chemin creux, chemin blanc pour un rêve d'enfant. Il est comme un frangin, le Marais, Poitevin. La Charente est magique au vent de l'Atlantique, une valse aérienne en plein cœur de la Vienne. La Nouvelle-Aquitaine, l'histoire de notre rencontre à la croisée de nos chemins. La Nouvelle-Aquitaine, Simplement partager notre passion main dans la main. main dans la main. En Nouvelle-Aquitaine, l'amitié ne s'achète pas, elle est notre destin. La Nouvelle-Aquitaine, pour vous donner un peu d'air frais de la grande vallée. La Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, c'est le plus beau partage d'accents de nos terroirs pour une identité. La Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, c'est le plus beau partage d'accents de nos terroirs pour une identité. Le mouvement de la ruralité, c'est l'esprit d'ouverture pour vivre ensemble dans le respect de l'autre. À toi qui viens d'ailleurs, vis au son de ton nouveau village. Profite d'un ciel sans nuages. Pour vivre heureux, évite les clivages. Ici,
ce qui nous unit, c'est le sens du mot partage. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Oui mon ami, n'oublie jamais, au grand jamais, la grande histoire que racontent tous nos clochers. Les cloches de nos églises ont fait partir nos pères sur les chemins douloureux de ces grandes guerres. Mais elles ont toujours sonné avec passion, donnant leur voix le jour de nos libérations. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Le vieux coq est toujours là pour te réveiller et t'annoncer une nouvelle belle journée. Canard, poulet, brebis, amis du quotidien, accompagnés des aboiements de tous nos chiens. Le chant des grenouilles et cigales nous accompagne. Voilà tout le charme de vivre à la campagne. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Pour vivre en paix, il faut laisser juste à sa place la joie de vivre et partager le temps qui passe. Alors de grâce, ne fais pas un vilain procès à tous ces gens que tu croises tous les matins. Propose-leur plutôt de prendre un bon café, et de tous tes voisins, fais-en de bons copains. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix. Le mouvement de la ruralité, c'est l'esprit d'ouverture pour vivre ensemble dans le respect de l'autre. Le mouvement de la ruralité, c'est l'esprit d'ouverture pour vivre ensemble dans le respect de l'autre. À toi qui viens d'ailleurs, vis au son de ton nouveau village. Profite d'un ciel sans nuages. Pour vivre heureux, évite les clivages. Ici, ce qui nous unit, c'est le sens du mot partage. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Votre politique de développement du gaz vert
Je peux la comprendre et je l'accepte. Ce qui me dérange, c'est que dans la réunion transversale, on vient de m'expliquer que les 1000 méthaniseurs à horizon 2030 ou 50 seront alimentés par des cultures intersaisons car il y aura moins d'élevage pour la simple et bonne raison qu'il faut diminuer la consommation carnée qui est pas bonne pour le climat. J'étais déjà un peu en colère sur la subvention à un établissement vegan tatoué L214. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la promotion de la politique des véganes concernant l'alimentation carnée. Demain, on aura peut-être une délibération pour voter la consommation de viande de synthèse. Je sais que Noël approche, donc après mon intervention, je vous ferai cadeau du livre, je me fais la transcription de l'opération Géranium, et je vous ferai cadeau du livre de Fabien Bouglet concernant l'éolien. Alors, concernant ce Stradet, on n'est pas des climato-sceptiques, mais on aura une position très particulière. La dernière fois... Henri, y a-t-il des observations, M. Pujalon? Oui, Monsieur le Président. À la dernière plénière, nous avons abordé un peu le même sujet. Vous m'avez répondu que, justement, vous deviez vous déplacer à Agen, voir l'entreprise IFTS. Dans la continuité, j'ai appelé cette entreprise pour savoir, non pas si vous leur avez posé la question du traitement des perturbateurs endocriniens, mais s'ils en étaient capables. Si j'étais passé. Je ne fais pas de l'espionnage. Mais ceci dit, effectivement, l'entreprise m'a dit qu'il était possible de passer... un contrat avec eux pour faire une recherche en laboratoire sur certaines molécules bien ciblées et qu'il y avait moyen à travailler là-dessus. De la même manière, quand j'interviens au sein de l'Agence pour la biodiversité, je rencontre des services de l'État, voire des personnes en capacité de répondre sur ce sujet qui me disent on sait faire. Alors si on sait faire, pourquoi on ne fait pas? Première question, ça m'interpelle un peu. On est en train d'investir des sommes conséquentes dans la continuité écologique. Le rétablissement, les abreuvements, c'est bien beau. Mais si on rétablit une continuité d'eau polluée, je ne suis pas certain qu'on va se retrouver avec une biodiversité protégée. Je pense qu'on met un peu la charrue avant les bœufs, qu'il est important aujourd'hui d'avoir cette action nécessaire sur le diagnostic et sur la limitation de ces intrants. Moi, je rappelle encore, et on a fait... j'ai apprécié la venue de Philippe Ménard sur les AVC. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra quand même qu'on ait des spécialistes des perturbateurs endocriniens, que les gens puissent comprendre ce qu'est l'épigénétique. Pourquoi aujourd'hui les perturbateurs endocriniens ont un rôle majeur sur la biodiversité et aussi sur les humains. Et donc dans ce cadre-là, je vous invite, Monsieur le Président, à essayer de trouver dans tous ces dossiers, à initier la recherche. La Nouvelle-Aquitaine, l'histoire de notre rencontre à la croisée de nos chemins. Simplement partager notre passion main dans la main. La Nouvelle-Aquitaine, l'histoire d'une rencontre à la croisée de nos chemins. La Nouvelle-Aquitaine, simplement partager notre passion main dans la main. En Nouvelle-Aquitaine, l'amitié ne s'achète pas, elle est notre destin. La Nouvelle-Aquitaine, pour vous donner un peu d'air frais de la grande vallée. La Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, c'est le plus beau partage d'accents de nos terroirs pour une identité. Du fond des Pyrénées, Basques et Béarnais, autour d'une chanson t'offre tant d'émotions. Sur ces longues échasses au fil du temps qui passe, le land est bien tranquille, t'invite au jeu de quilles. Les grands crus de Gironde, dès les premiers beaux jours, enrobent les amoureux de quelques mots d'amour. Vert ou blanc, pourpre noir, le Périgord histoire, la Dordogne sauvage t'invite au grand voyage. Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 6h43 sur RMC, très bon réveil à tous.
le parti pris. Le parti pris, c'est avec vous. Eddy Pujalon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Mouvement de la Ruralité. Et jusqu'en 2019, vous vous appeliez Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Et c'est comme ça qu'on se souvient évidemment de votre mouvement. Hier, vous avez fait passer une sorte de grand oral à la plupart des candidats. Et votre parti pris ce matin, c'est que vous estimez que le monde rural est en fait le grand oublié de la campagne. Pourquoi ? Je pense que parce que des nouveaux candidats qui sont arrivés ont imprimé surtout sur la sécurité, l'immigration, et que tout le monde s'est un peu aligné là-dessus. Et du coup, la ruralité, une fois de plus, est passée un peu aux oubliettes. Donc voilà, il était important que nous remettions la ruralité comme grande cause nationale. Je le dois peut-être aussi à votre prédécesseur, Jean-Jacques Bourdin, parce qu'on avait eu un petit échange en 2012 assez rugueux sur le sujet. Il m'avait dit pourquoi vous n'invitez pas tous les candidats. À partir du moment où on n'était pas candidat nous-mêmes. Vous l'avez pris au mot et vous avez bien fait. Je l'ai fait, voilà. Et donc là, vous les avez tous invités. Alors, ils ne sont pas tous venus, faut être tout à fait honnête. Ils ont tous été invités, de gauche comme de droite, même Madame Touy, voilà, même ceux qui n'ont pas les parrainages aujourd'hui. Je pense que le débat démocratique est important. Nous sommes des gens avec une certaine forme d'éducation, donc il n'est pas question ni de les siffler, ni de les huer. Voilà, ils pouvaient venir s'exprimer. Ils ont été bien reçus. Mais comment vous expliquez par exemple que Marine Le Pen ne soit pas venue ? Marine Le Pen qui s'est toujours présentée comme la candidate des oubliés, de la France des oubliés. À mon avis, Marine Le Pen a mis beaucoup de temps à répondre. Le dernier jour, on a voulu me proposer Louis Alliot. Nous avons fait le choix d'avoir les candidats en chair à annonce. Et vous savez, on aime bien les regarder, la profondeur d'âme qu'ils ont pour parler de la ruralité. On note quand même que la plupart sont des Parisiens, c'est pas un problème, mais au moins comment ils abordent ce sujet-là. Donc on a refusé les émissaires. Je pense que Le Pen a probablement des points qui la dérangent aujourd'hui. Je pense qu'elle est devenue beaucoup plus animaliste, antispéciste que proche du monde de la chasse comme elle l'était avant. Donc une posture probablement. Enfin, moi je note que c'est dommage parce que la plupart de ses concurrents à droite étaient présents. Donc voilà, je pense que c'est une faute politique. Est-ce qu'il y a un clivage aujourd'hui ville-campagne ? Non, je pense que c'est surtout un manque d'information et que la ville parfois ne connaît pas notre manière de fonctionner, ne le sait pas trop forcément ce que nous avons au quotidien. C'est-à-dire, je note qu'après la Covid, tout le monde veut venir en ville, ou beaucoup de gens veulent venir à la campagne du moins, et ils ne savent pas qu'on n'a pas de service public, qu'on n'a pas d'école parfois, que le seul transport c'est la voiture. Voilà, donc il y a aujourd'hui ce besoin de remettre la ruralité réelle, l'absence des aires médicaux, on n'a pas de téléphonie, enfin, on nous parle de nous mettre la fibre, mais il n'y a même pas le téléphone qui passe dans des endroits. Donc remettre un peu ça dans l'esprit des candidats pour qu'ils nous fassent des propositions financées, etc. Bon, c'est important, donc voilà. Qui a été le plus crédible à vos yeux sur ces propositions ? Chacun sur certains points le sont plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui sont plus argumentés financièrement sur la santé, d'autres ça va être sur l'aspect, l'approche de la dimension. Je note que presque tous sont d'accord aujourd'hui avec nos propositions sur la remise en place d'un grand plan forêt, par exemple, sur la réindustrialisation dans la campagne pour apporter peut-être un peu plus cette possibilité aux néo-ruraux de venir. Donc voilà, je trouve qu'il y a des propositions intéressantes. Voilà, et puis il y en a certains qui ont signé à peu près, on a proposé 30 points. La plupart des points... Une fois qu'ils venaient, ils signaient quand même, globalement. Oui, bon, il y a quelques sujets qui sont purement politiques. Je suis l'exemple même de celui qui demande une part de proportionnel dans les élections. J'ai fait les élections régionales, c'est pas quelque chose de simple, c'est des grosses régions. On a fait 104 000 voix. 104 000 voix, c'est-à-dire qu'on a battu dans des départements les grands partis traditionnels, les Républicains, la République En Marche, les socialistes. Il y a 0 candidat qui a été élu à la région Nouvelle-Aquitaine. On a 104 000 électeurs, probablement beaucoup de ruraux, qui n'ont aucun représentant de notre mouvement. C'est quand même un peu scandaleux. Et je pense que les grands partis n'ont pas compris ce parti-là. Ils veulent toujours garder leur précaré, leur dimension, mais ça finira un jour très mal parce que les gens, à force de voter pour des gens qui ne peuvent plus s'exprimer pour eux, ils n'iront plus voter. On a déjà une grosse abstention. Si on doit retenir la proposition numéro 1 à vos yeux, l'urgence absolue pour le monde rural, c'est quoi ? Bon, je ne peux pas en écarter deux. Il y en a une, c'est le grand ministère de la Ruralité. On a quelques désaccords, que ce soit avec Éric Zemmour ou avec les autres, parce que je veux pas mélanger l'agriculture, l'environnement, la chasse, la pêche, les forêts. Il y a des choses particulières. Donc, il faut un grand ministère de la Ruralité avec des secrétariats d'État pour pouvoir apporter des réponses, de l'explication, ce que je vous ai dit, expliquer aux Français qu'est-ce que c'est l'agriculture, qu'est-ce que c'est que l'environnement, qu'est-ce que c'est que la chasse, la pêche, la forêt, etc. Et il y en a un autre qui est très important, c'est celui d'arrêter l'éolien en milieu terrestre et offshore, parce qu'aujourd'hui, moi, je fais le tour de France des gens qui souffrent, des éleveurs qui perdent des vaches. Il y a un gros problème environnemental, il y a un gros problème économique, et aujourd'hui, je voulais vraiment que tous les candidats se positionnent là-dessus et qu'on éclaire le débat scientifique, parce qu'aujourd'hui, moi qui fais le tour de France de tous ceux qui sont aujourd'hui laissés pour compte de la ruralité, attendent une chose, c'est que le futur président ou la future présidente arrête l'éolien en France. Sur des arguments écologistes, vous estimez que c'est mauvais pour l'environnement en réalité ?
Et parce que je fais le tour des éleveurs qui perdent tout. Quand on a 300 vaches de mortes, quand on a ces veaux qui meurent dans vos bras avec les viscères explosés, est-ce qu'on ne peut pas apporter une réponse scientifique? Quand on dit à ces gens-là qui sont ruinés, qui disparaissent, alors qu'ils ont 40 ans derrière eux d'élevage, on leur explique que circuler, il n'y a rien à voir parce qu'il n'y a pas de lien de causalité. Écoutez, moi, les liens de causalité, j'aimerais bien qu'on les trouve. Vous choisirez un candidat? Vous appellerez à voter pour un candidat? Non, pour la simple et bonne raison. D'abord parce que j'ai des amis comme Jean Lassalle avec qui on a partagé l'élection régionale et que je lui avais dit que je soutiendrais personne. Et donc par amitié, par honneur, je considère que la politique doit se grandir. Aujourd'hui, le mercato politique, ça m'intéresse pas. Hein. Moi, j'ai des racines profondes, c'est la ruralité. Il y a des gens qui sont plus ou moins ancrés dans la ruralité. Donc je soutiendrai personne. C'est la raison de ce débat. C'est pour éclairer les électeurs, voir vraiment comment ils se positionnent par rapport à certains sujets qui les intéressent, parce que tous ne les intéressent pas. Les ruraux, il y en a qui sont anti-chasse et il y en a qui sont pour autre chose. Donc je suis très libre là-dessus. Donc non, et puis on va partir aux élections législatives. Donc pour être cohérent, je me vois mal soutenir un président et ensuite me présenter avec mon étiquette mouvement de la ruralité ayant soutenu un autre candidat. Voilà. À suivre donc, en tout cas, votre parti pris. Merci d'être venu dans ce studio ce matin. Eddy Pujalon, merci, président du mouvement de la ruralité, qu'on appelait autrefois chasse, pêche, nature et tradition. Il est 6h49 sur RMC. Merci d'être avec nous et d'avoir patienté en direct sur LCI. Regardons ensemble ce que dit Yannick Jadot. Je pense qu'il faut aller vers une sortie progressive de la chasse. Ça ne peut pas être un loisir. La mort des animaux ne peut pas être un loisir. On chasse de manière totalement illégale des espèces protégées. Qu'est-ce que vous répondez ? Oh, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est toujours la pression politique et M. Jadot essaye de surfer sur une idéologie pour aller encore chercher un électorat plutôt urbain et qui méconnaît la réalité des faits. C'est bien dommage parce que depuis moi que je suis engagé en politique, et ça fait plus de 25 ans, j'ai toujours essayé de dialoguer avec le monde écologique, mais évidemment les écologistes de terrain, et peut-être un peu moins ceux qui sont extrémistes et dogmatiques, mais j'avais même préparé des réunions, j'ai participé à des réunions avec Alain Bougrain-Dubourg et bien d'autres, parce que je considérais que les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs pouvaient parfaitement travailler avec des écologistes pour œuvrer pour la nature. C'est bien dommage. Aujourd'hui, on est dans du conflit permanent, on est dans du dialectique qui ne construit pas le vivre ensemble. Moi, je suis avec un cœur de rural, attaché à ma nature. Même si je suis chasseur, je suis tous les jours en train de travailler à l'intérieur. Et donc, la disparition des espèces comme les papillons, les libellules, les poissons, etc., on construit dans ce dialogue écolo ou conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, je bosse avec les écologistes. On a des points de vue différents sur la gestion des grands prédateurs, par exemple, mais on travaille ensemble sur, par exemple, les perturbateurs endocriniens, sur plein de choses qui font qu'aujourd'hui, notre nature se vide de sa biodiversité. Donc voilà, monsieur Jadot... On entend votre message, Eddy Pujalon, mais comme il nous reste peu de temps, je voudrais quand même faire réagir Aymeric Caron à ce discours. Est-ce que ça vous convainc ? Moi, je suis un militant anti-chasse. D'abord, pour revenir sur ce que dit Yannick Jadot, je suis content de voir que les Verts sont en train de clarifier leur position sur ce sujet. Ils ont été assez flous. Yannick Jadot lui-même avait donné une interview à une revue de chasseurs il y a 2 ou 3 ans où il considérait qu'il y avait une certaine forme de chasse qui pouvait exister. Il essayait encore à l'époque de draguer un petit peu les chasseurs. Donc on voit que c'est bien de voir que Europe Écologie Les Verts commence à prendre conscience de l'importance aujourd'hui qu'a ce sujet et que les Français surtout rejettent de plus en plus massivement la chasse. Ensuite, le problème c'est que si on n'a que 5 minutes, ça va être très très court pour exposer tous les arguments. La chasse est bien évidemment une activité complètement désuète. Déjà, chasse de loisirs. On pourrait avoir un deuxième débat qui serait sur quelle est la gestion aujourd'hui de certaines espèces qu'on appelle invasives. On pourrait aussi discuter ce terme, la régulation de certaines de ces espèces, à qui doit-elle être confiée? Je ne pense que cette régulation ne doit pas être confiée à des chasseurs du dimanche. Si on veut considérer qu'il faut réguler des espèces par le fusil, alors qu'il y a d'autres solutions. Mais le débat est très vaste. Mais imaginons qu'on considère, ce qui n'est pas mon cas, qu'il faille le faire par le fusil, il faudrait déjà que ce soit confié à des professionnels, qui sont là sous la tutelle de l'État. Ensuite, le combat aujourd'hui anti-chasse, il est multiple. D'abord, je voudrais, on a entendu dans le discours de ce monsieur qu'il y a une tentative chez les chasseurs aujourd'hui de s'arroger le porte-parole des ruraux. C'est déjà une contre-vérité absolue. Il y a beaucoup de gens qui, à la campagne, la plupart des opposants aujourd'hui à la chasse habitent la campagne. Il peut vous répondre sur ce point rapidement. Allez-y, Eddy Pujalon. Non, mais M. Caron vient nous parler de la campagne qu'il ne connaît pas, mais moi j'y vis depuis 60 ans. Je l'arrête tout de suite. Non, je vous arrête tout de suite. On va arrêter tout de suite parce que ça, c'est le genre de choses qui devient insupportable avec vous. Vous parlez de gens que vous ne connaissez pas. J'ai grandi à la campagne, j'ai habité à la campagne. Arrêtez. La plupart des gens qui
aujourd'hui sont des adversaires de la chasse. Vous savez Pierre Rigaud, par exemple. Vous connaissez Pierre Rigaud? Pierre Rigaud, c'est aujourd'hui l'un des militants anti-chasse les plus éminents en France. Il habite à la campagne. Il habite le fin fond de la campagne. Et c'est là-bas qu'il est harcelé par des chasseurs. À cause de son combat, il a harcelé sur les chemins, il a harcelé chez lui. C'est devant sa maison qu'on a déposé un chasseur ensemble. Ce sont des méthodes qui sont assez intolérables. Un simple argument, monsieur Caron. Regardez l'ensemble des maires ruraux. Demandez-leur ce qu'ils pensent des chasseurs. Vous verrez que la vision qu'ils annoncent, ce sont des gens parfaitement intégrés, qui gèrent la nature, qui aident la société. Et ce n'est pas du tout votre vision à vous que vous êtes en train de prôner sur les plateaux télé. Nous sommes des gens parfaitement insérés dans la société, qui servons la société, la nature et la vie en communauté. C'est bien dommage que vous faites ce discours, parce que vous avez une radicalité végane, je peux la comprendre. Mais regardez de très près la société telle que nous la construisons, telle que nous la vivons en milieu rural, avec les gens. Nous sommes des acteurs de la ruralité. Je ne dis pas que tous les ruraux sont pour la chasse, mais ils savent très bien que les gens aujourd'hui qui sont chasseurs sont des gens parfaitement respectables, qui gèrent avec intelligence la nature. C'est le vivre ensemble, monsieur Caron. Il faudrait parler très concrètement des accidents de chasse, des gens qui ont peur aujourd'hui quand ils vont sur les chemins, des cyclistes qui sont touchés, des promeneurs qui sont touchés, des citoyens qui sont touchés dans leur jardin parfois par des balles, la pollution au plomb, ce que vous appelez des nuisibles, tous les animaux qui sont chassés alors que voilà, on a 64 espèces d'oiseaux qui sont chassés en France. C'est complètement hallucinant. Des espèces protégées qui sont tuées par les chasseurs français. Merci beaucoup. Vous avez raison. On va essayer. Eddy Pujalon, merci beaucoup. Et on vous réinvitera pour en parler plus longuement. À suivre, Brunet Direct. Posez vos questions. N'hésitez pas à appeler LCI au 01 41 41 10 20. Merci à vous. La politique, toujours avec la visite aujourd'hui en Haute-Vienne d'Eddy Pujalon, le président du mouvement de la ruralité et candidat aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Eddy Pujalon, merci d'être avec nous en direct depuis Saint-Thierry-la-Perche. Vous allez à la rencontre des habitants sur le marché de la ville, en compagnie d'ailleurs du député et futur candidat à la présidentielle, Jean Lassalle, qui vous soutient dans cette campagne. Parlons justement de vos thèmes de campagne. Vous défendez une politique proche des agriculteurs en refusant l'écologie punitive. C'est quoi l'écologie punitive ? Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, les habitants ont tous compris que les nouveaux élus dans les grandes villes sont commencés par s'illustrer en faisant la guerre au sapin de Noël, ce qui a été aussi l'affaire du rêve des jeunes enfants avec l'aviation. Nous l'avons vu avec le Tour de France, j'en passe des meilleurs. Nous aujourd'hui, vous le savez, en ruralité, la voiture, on en a besoin. L'écologie punitive qui passe par des éoliennes, c'est pas notre tasse de thé. Nous, on veut mettre au cœur de la politique le bon sens avec Jean Lassalle. On trouve un accueil très chaleureux des gens sur tous les territoires qu'on a rencontrés, et même en ville, parce que aujourd'hui Jean Lassalle jouit d'une réputation d'homme propre, digne, combattant, et donc avec les gilets jaunes, mais bien d'autres choses font qu'à ce jour, on reçoit un accueil des gens qui ne voudraient pas aller voter, qui ne voulaient pas aller voter, qui disent aujourd'hui on va voter pour vous parce que vous êtes des gens bien. Et je crois qu'on va être la vraie surprise de ces élections, parce que derrière tout ça, il y a un ras-le-bol à la fois des gens des villes et à la fois des gens des campagnes, et qui trouvent chez nous quelque chose de nouveau, d'authentique, de sincère, de propre. Et je le retrouve dans toutes les expressions des jeunes, notamment des jeunes. Beaucoup de jeunes veulent faire un selfie avec Jean Lassalle et avec moi pour parler de cela. On fait de la politique différemment. On est quelque chose de neuf qui sent bon, l'honnêteté. Et donc ça, on le retrouve. Mais franchement, c'est quelque chose de très beau. Et Jean Lassalle le joue pleinement avec moi. Et notre liste s'appelle le mois de la ruralité. Résistons avec Jean Lassalle. Quels sont vos objectifs, très rapidement, quels sont vos objectifs au soir du premier tour ? À l'évidence, on veut dépasser les 10%, et j'espère qu'on sera entre 11 et 12%, pour montrer à Paris et dans tous les exécutifs qu'il y a vraiment un ras-le-bol général de la population. Merci. Et qui veulent autre chose aujourd'hui en politique, et des gens comme nous. Voilà. Merci beaucoup Eddy Pujalon, président du mouvement de la ruralité. Merci. Et donc candidat aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine et de passage aujourd'hui en Haute-Vienne. C'est parti. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 8 décembre 2020 et toute l'équipe de l'Institut de formation politique est heureuse de vous retrouver pour cette 5e édition des grands témoins de l'IFP. Alors aujourd'hui, nous recevons une cible privilégiée des écologistes radicaux, une incarnation de tout ce que n'aime pas le militant vert. Un homme enraciné qui défend la chasse, la pêche, la nature. Et pire que tout, aux yeux de notre militant Europe Écologie Les Verts, il défend nos traditions.
Eddy Pujalon, puisque c'est lui qui a accepté notre invitation, connaît parfaitement l'idéologie, les méthodes, les parcours politiques de ces militants rouges peints en vert. Pour vous ce soir, il va lever le voile sur ceux que l'on pourrait appeler les fossoyeurs de l'écologie. En plus de proposer des solutions coûteuses et inefficaces pour beaucoup, leurs premiers pas comme maires des grandes villes sont marqués par des déclarations ubuesques. Plus que la nature, ces maires semblent préférer le grand soir. L'un estime que mettre un arbre de Noël devant sa mairie est criminel, un autre que le Tour de France est un événement machiste, quand un dernier veut dégenrer les cours de récréation. Nous recevons donc ce soir Eddy Pujalon. Alors vous êtes président du mouvement de la ruralité, anciennement appelé Chasse, Pêche, Nature et Tradition, CPNT pour les intimes. Vous êtes militant d'une écologie authentique et vous êtes un élu enraciné de votre région, la Nouvelle-Aquitaine. L'éditorialiste Éric Zemmour le rappelait il y a peu sur la chaîne de télévision CNews. Votre mouvement a vu avant tout le monde le danger, même les dangers, du monde que nous préparent les écologistes radicaux. Alors, chers amis de l'Institut de formation politique, n'hésitez pas à poser vos questions. Monsieur Pujalon y répondra en direct à la fin de son propos. Cher Eddy, je vous laisse la parole. Bon, mais tout d'abord, bonsoir à vous tous, ceux qui regardaient, les internautes. Merci à l'Institut de m'avoir invité. Évidemment, je ne vais pas répondre à tout le panel de l'écologie dans sa globalité politique et historique, mais ceci dit, je vais essayer au moins de brosser un petit peu l'idée que nous nous faisons au mouvement de la ruralité, de l'écologie politique. Pourquoi nous nous sommes lancés en politique depuis 89 ? Pourquoi nous sommes passés de chasse, pêche, nature, tradition au mouvement de la ruralité ? Pourquoi aujourd'hui nous sommes encore engagés en politique et nous essayons de porter d'autres réponses à l'écologie que celle qui nous est portée par l'écologie politique actuelle. Alors c'est vrai que quand l'Institut m'a parlé de l'écologie verte contre l'écologie rouge, je me suis dit ça ne me parle pas trop parce qu'effectivement, si l'écologie politique aujourd'hui dogmatique et punitive est arrivée dans les années 2000 avec Europe Écologie Les Verts, mais qui était Noël Mamère, Dominique Voynet, Ascoué et bien d'autres qui portaient cette nouvelle écologie et qui étaient en train d'expliquer que nous, les ruraux, les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs, nous étions des vilains, que nous gérions mal la nature. La doctrine verte est vite devenue un peu rose, puis un peu plus rouge, c'est-à-dire que les écologistes qui parlaient beaucoup d'environnement se sont mis au jeu politique pour devenir, avec leurs alliés du Parti socialiste, un peu plus branchés sur le sociétal. Donc nous avons eu ce parcours avec cette dérive après les départs de ma mère, les arrivées de Cécile Duflot, maintenant Jadot, qui font beaucoup de social, vous les voyez sur tout ce qui est du pendant de l'habitat, des migrants, etc., etc. C'est-à-dire que cette mouvance politique n'avait plus assez avec la nature pour asseoir sa dimension qu'il souhaitait mettre en place pour arriver à diriger, pourquoi pas, le pays et à être prégnant sur l'Europe, avait besoin de prendre ce pendant idéologique qui est celui du sociétal, avec une dérive très ultra-gauche, voire d'extrême-gauche, et inversement. Alors ça, je l'appelle l'écologie verte. Et de l'autre côté, on a maintenant l'écologie rouge, celle de la France insoumise avec M. Mélenchon, qui nous fait le chemin inverse. Alors lui, il est très rouge et à l'intérieur, il est devenu très vert. Donc, il passe de son idéologie à celle de l'idéologie animaliste et environnementale pour là aussi faire un petit pas vers un peu plus d'électorat pour asseoir leur assise politique. Donc, du coup, quand nos amis de l'Institut me parlaient de l'écologie verte et rouge, ça m'a fait penser qu'effectivement, sur beaucoup, parlant des verts, on parlait des pastèques, vert à l'extérieur, rouge dedans, et aujourd'hui, on a les aubergines, CLFI avec Mélenchon, rouge à l'extérieur et vert dedans. Donc, on a ces deux extrêmes de l'écologie qui, évidemment, pour nous, au mouvement de la ruralité, ne nous parlent pas du tout parce qu'on veut représenter une écologie du bon sens. Alors, je vais essayer d'expliquer aux étudiants et à tous ceux qui regardent aujourd'hui pourquoi on a ce raisonnement-là.
parce qu'il est évident que sur tous les dossiers sociétaux et environnementaux, on n'est pas surtout en désaccord avec certains écologistes, mais il y a des choses qui sont des marqueurs prégnants qui font qu'on voit bien qu'il y a une supercherie derrière toute cette politique environnementale et sociétale qui nous est proposée à la fois par les aubergines et à la fois par les pastèques. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi. Il y a d'ailleurs du paradoxal dans ces partis politiques qui ont ce marqueur poussé, qui est aujourd'hui une dérive animaliste, qui tend au contraire, et je le dis pour LFI notamment, et pour ces gens-là, qui n'ont pas compris qu'en faisant pousser l'animalisme, ils font reculer l'humanisme. Et j'ai souvent des exemples là-dessus. Il y en a un qui me tient à cœur. C'est l'exemple type que je fais d'une brave dame à Bordeaux, dans la rue la plus commerçante de Bordeaux, où cette dame qui a dépassé les 80 ans, vêtue d'un simple tablier, fait la manche. Fait la manche parce que, à mon avis, les aléas de la vie l'ont conduit à être aujourd'hui à la rue. Et vous observez les chalands qui passent, qui font leurs courses, qui sont là pour dépenser pour Noël, pour les festivités. Même avec le Covid, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 jours, la rue piétonnière était blindée. Les gens tournent le regard, ne regardent plus cette dame. Plus loin, vous avez quelques skinheads, des marginaux, qui sont assis en train de boire, de fumer. Et ils ont bien compris que la dérive distillée par ces écologistes, voire ces nouveaux adeptes de la France insoumise, c'est qu'il suffit de mettre un carton en marquant « donner quelques sous pour donner à manger aux chiens », les gens vont donner de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est prêt à donner pour les animaux, mais plus pour les humains. Cette dérive, je ne peux pas l'accepter. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, le bien-être animal d'accord, mais le bien-être humain d'abord. C'est la politique de mon mouvement et c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui qu'on a une dérive qui est construite par ces gens-là et pour laquelle nous n'acceptons pas. Alors je pourrais la prôner à l'infini entre les éleveurs et leurs brebis et les marchands de loups et d'ours qui constituent ce que un naturaliste a publié, je vous ferai voir son livre tout à l'heure, cette dérive des contemplatifs de la nature, plutôt souvent urbains, de milieux aisés, et qui viennent expliquer aux ruraux, à ceux qui travaillent dur, qui aiment leurs animaux, qu'il faut qu'ils s'effacent, et puis à la limite que s'ils élèvent des agneaux et des brebis, c'est bon pour les faire manger par les loups, et qu'après tout, ils auront des indemnités. Voilà, donc cette dérive de l'animalisme que l'on voit monter aujourd'hui en puissance, ça nous dérange beaucoup, à nous. Le modèle vegan notamment qui est en train d'arriver, quoique moi j'ai absolument rien à ce que les gens puissent devenir véganes, végétariens. C'est l'imposition sociétale qui est prônée par ces nouveaux écologistes, cette dérive sociétale qui viendrait nous expliquer qu'il ne faut plus manger carné, qu'il faut manger de la viande de synthèse, tout ça, et vous le verrez un peu plus loin, sous l'égide de ceux que j'appelle les marionnettistes du monde, qui sont en train d'agiter ces fameux écologistes en bas pour des puissances financières extrêmes. Je m'étais mis aussi que nous sommes aujourd'hui devant ce paradoxe des écologistes sur des exemples types tels que ceux du scandale, par exemple, des énergies renouvelables. C'est un dossier phare que je suis parce que je ne peux pas rester insensible à la misère et à la souffrance humaine et animale. Et quand je vois le mutisme des écologistes, voire même mieux, c'est-à-dire qu'ils font du prosélytisme sur les énergies renouvelables, dont l'éolien, le solaire, et puis après vous verrez la voiture électrique. Moi qui suis assez pragmatique, j'ai souhaité savoir et comprendre, parce qu'après tout, je suis comme tous les citoyens. Quand on me dit on fait de l'électricité avec du vent, on fait tourner l'hélice et c'est gratuit, enfin, je veux dire, il faudrait être stupide pour refuser par rapport au nucléaire, dont tout le monde sait qu'après une explosion à Fukushima ou le phénomène en Russie, on est plutôt sur est-ce que c'est pas dangereux, les déchets, etc. Donc, l'homme pragmatique que je suis, l'amoureux de la nature, c'était de dire ah oui, bon, faire de l'énergie avec une hélice, c'est superbe. Sauf que dès qu'on a commencé à regarder de très près, dès qu'on a étudié le recul que l'on pouvait avoir sur ces énergies, on a été extrêmement surpris de voir que cette énergie était non seulement sale, fossile, dangereuse, sanitairement, pour les humains, pour les animaux. Et moi, ça fait 6 ans que je suis conseiller régional, ça fait 6 ans que je dénonce dans l'hémicycle et en direct le scandale de l'éolien, que j'écris à tous les représentants politiques de la nation, au président de la République, à tous les ministres qui sont passés, que ce scandale d'État est un fléau,
pour lequel c'est quand même assez aberrant de voir que les écologistes restent muets, parce que c'est leur totem, et que sous l'égide de leur totem, il y a aujourd'hui des gens qui sont en train de souffrir, qui essaient peut-être même demain, ou certains pensent au suicide, d'autres ont fini leur exploitation, constatent des mortalités d'animaux, sont parfois en train de dormir avec des couvertures de survie. Aujourd'hui, avec la double peine du Covid, ils ne peuvent même plus s'échapper de leur maison, où ils avaient parfois une semaine, ils partaient à 30 km de chez eux pour avoir dormir au moins une nuit de sommeil, puisqu'ils sont soumis aujourd'hui au phénomène d'être électrosensibles. Toutes ces choses-là interpellent parce que sous l'égide de ce que l'on appelle aujourd'hui les énergies vertes, tout ce qui est vert serait propre. Et donc, dans l'image que peuvent en avoir nos concitoyens, et d'autant plus les jeunes générations qui ont été éduquées par l'éducation nationale à ce que les énergies vertes, c'était le meilleur pour la planète et pour les générations futures, on est devant une bouillie qui nous est servie par le monde politique. Heureusement, il y a quelques personnes aujourd'hui et de plus en plus qui s'élèvent contre ce fléau, mais nous sommes bien peu à dénoncer quelque chose qui semblait tellement vendu comme propre, à la fois par les gouvernants et surtout par le monde de l'écologie, qu'il devient très compliqué. On nous prend pour des gens qui ne comprennent rien, qui sommes réfractaires à tout, alors que je parle de choses concrètes. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez pour aller voir un élevage bovin où l'individu vous dit « j'ai perdu 300 vaches en quelques années, tous mes veaux meurent à la naissance, mes vaches ne produisent plus que 50% de ce qu'elles produisaient avant l'installation des éoliennes », écoutez, le bon sens paysan, ça veut dire quelque chose, c'est du factuel. Les gens qui se plaignent de maladies, quand l'ANSES ou certains ministères vous disent le contraire, écoutez, je suis quelqu'un de révolté. Voilà. Alors, si je peux expliquer et faire passer ces messages aujourd'hui, et puis j'invite tous les gens qui nous regardent ce soir, mais tous les jeunes, à creuser, ne pas prendre la bouillie qui vous est servie, chercher l'information. C'est pour ça que sur ce sujet-là, moi j'avais listé, mais on a découvert, par exemple, proche des éoliennes et dans certains secteurs où nous avons ces fortes mortalités animales, où nous avons des problèmes de contamination aux terres rares, les analyses faites sur les cheveux, sur le poil des animaux, où on arrive parfois à 17 terres rares. Donc ça veut dire que quelque part par là, cette contamination, elle est factuelle. Elle implique aussi des dangers, puisque ces vaches de 750 kilos qui meurent du jour au lendemain dans des souffrances incroyables, c'est quand même quelque chose de vrai et d'authentique, où les agriculteurs, les éleveurs filment en direct la mortalité animale. Cette souffrance animale que les écologistes ont toujours à la bouche sans cesse, pourquoi ils ne viennent pas la prendre à leur compte, alors que ces éleveurs ne demandent que ça, qu'on vienne les voir, que l'État réponde à leur mal-être, le mal-être animal et le mal-être humain. Mais on a une politique où aujourd'hui on essaie d'étouffer tout cela. On menace les agriculteurs. Ceux qui sont aujourd'hui rendus financièrement, on leur prévient qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer à la presse, qu'ils n'ont pas le droit d'adhérer à une association, parce qu'ils sont tellement rendus financièrement que c'est l'État qui paye les aliments des animaux. Vous vous rendez compte un peu dans quelle situation on se trouve aujourd'hui devant des ministères, devant les représentants de l'État qui achètent le silence de certains agriculteurs et pour les autres, parfois même, les traitent de maltraitance animale pour faire disparaître l'exploitation qui est trop proche, soit d'antennes relais, soit d'éoliennes, et pour lequel ces enjeux environnementaux, sociétaux et sanitaires importants sont aujourd'hui nulle part dans la bouche des écologistes, nulle part chez les rouges aubergines, ni chez les pastèques. Qu'il s'agisse d'LFI ou d'Europe Écologie Les Verts, je les attends sur ce sujet-là. Je les attends encore. Vous voyez que l'écologie politique, par moment, elle a quelques travers qui ressemblent à la politique politicienne. Et moi, lorsque j'ai un sujet où je sens bien qu'il y a de la souffrance humaine, je ne peux pas. Et mon mouvement ne peut pas rester en dehors du sujet. Donc, nous allons continuer ce travail contre ces énergies. C'est pour ça que je vous invite à regarder, parce que je crois qu'il est de nouveau en ligne sur certaines chaînes comme YouTube, etc., le film de Michael Moore,
qui est passé sur le premier Covid, Planet of the Humans. Cet ancien écologiste démontre avec brio comment lui, l'écologiste qui manifestait partout, s'est fait embobiner par un certain monde politique qui s'est saisi de l'approche environnementale et politique pour arriver à ses fins en mobilisant quelques moyens les plus grands financiers de la planète et à servir ces gouvernements et ces citoyens à une écologie politique mensongère. Et donc, vous verrez derrière tout ce qui a été parfois prôné par les grands médias. Vous verrez monsieur Al Gore, le célèbre Al Gore et son film Une vérité qui dérange, ce célèbre individu qui a fait la gloire de l'écologie politique à la veille des élections européennes, pour lequel nos gouvernants ont choisi de publier ce film à 2 jours des élections, histoire de gagner quelques pourcentages dans les urnes, et que cet individu n'est ni plus ni moins qu'un transfuge de l'écologie qui a vendu sa chaîne à Al Jazeera, les rois du pétrole. Et vous verrez comme ça tout un déroulé de l'abus, et qui dérange beaucoup le monde de l'écologie au travers de ce film qui est publié maintenant gratuitement, où même un certain écologiste a essayé de le faire retirer pour une image qui n'avait pas été, qui n'avait pas de droit d'image dessus, mais vous pouvez le consulter et on fera passer le lien. Je pense que l'IFP le fera passer pour que le maximum de gens puissent le voir, mais moi je le publie régulièrement sur ma page. J'ai un site aussi où je me bats pour l'éolien et vous pourrez le trouver. Vous cherchez collectif contre les éoliennes de l'estuaire de la Gironde et vous trouverez ce film en direct. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. J'invite encore les jeunes qui nous regardent à regarder l'excellent documentaire qu'a passé Arte récemment. Un excellent documentaire. Il faut le dire parce qu'on n'est pas habitué à ça sur nos chaînes publiques. Pour une fois, on nous explique les vérités sur la voiture électrique. On nous explique les vérités sur les énergies renouvelables, qui n'en sont pas. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le rapport de Julien Aubert à l'Assemblée nationale, mais les énergies renouvelables coûtent une fortune à la France. Elles ne vont pas nous rendre indépendantes. Pire que ça, on est obligé de doubler notre capacité parce que ces énergies ne sont pas pilotables, elles sont alternatives, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité, et donc il faut que vous gardiez. Et c'est pour ça que Mme Pompili vous a expliqué, vous inquiétez pas, chers amis, s'il fait très froid, qu'il n'y a pas de vent et qu'il fait noir, on va vous couper l'électricité. Mais c'est un choix stratégique complètement ridicule de nos gouvernements, stupide, mais simplement parce qu'on est en train d'asservir ça au choix politique de l'écologie politique. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Aujourd'hui, on a du nucléaire. Il valait mieux investir dans la sécurité nucléaire, dans le choix de continuer à investir massivement en attendant d'avoir du mieux, puisque nous savons que nos chercheurs au CEA, etc., sont en train de travailler sur le nucléaire de demain. On peut le sécuriser. Mais aujourd'hui, on est en train de mettre 120 milliards dans une énergie qui non seulement est sale, qui va créer le désordre sur notre territoire. Parce que tout ce que vivent nos éleveurs et plein d'autres gens, on va le multiplier. Mais en plus, on va avoir des difficultés avec l'énergie demain. Voilà ce qui est aujourd'hui cette écologie qui est irresponsable. Donc, vous l'avez sur les énergies renouvelables, vous l'avez sur la voiture électrique. Je vous invite quand même à regarder, mais vous le verrez, quand on nous parle d'indépendance, on va être aujourd'hui dépendant des terres rares qui sont produites à 90% par les Chinois. Les terres rares, là où elles sont produites, ce sont des jeunes qui en pâtissent. C'est l'exploitation des jeunes, mais c'est aussi de nombreux cancers. Quand on nous parle d'énergie propre, il faut arrêter. On ne peut pas dire qu'ici en France c'est propre et ne pas regarder ce qui est sale en Chine, sur les productions ou ailleurs. Regardez tout ça de très près, mais vous allez comprendre que pourquoi cette écologie politique verte ou rouge est irresponsable et ne correspond pas du tout à la vision que nous avons d'une écologie du bon sens. Je rajoute par exemple sur ce que nous portons depuis un certain temps, parce que j'ai approché du Made in France et j'adore, notre pays a quand même une histoire des gens qui ont des capacités à innover, à trouver des choses formidables, qui ont fait du progrès. Et le progrès, c'est l'avenir pour nous. Ce n'est pas de régresser, ce n'est pas ce que nous prône l'écologie aujourd'hui. Et on a des gens qui nous ont, sur la base du moteur Patton, et je vais faire très vite, mais on produit un kit de compuration qui s'appelle le kit Ecopra. Vous le mettez demain sur un véhicule diesel, un vieux bulldozer, une pelle mécanique, un bus scolaire, vous faites baisser de 70% les particules fines.
Je vous explique très vite. Tous les diesels qui rentrent à Paris, Madame Hidalgo, ont fait baisser de 70% toutes les particules fines. Et si j'y rajoute un petit peu, on fait baisser de 10% la consommation. Autrement dit, moi, Eddy Pugelon, qui ne suis pas un vert dogmatique, je fais du social et de l'environnemental. Demain, quantitativement, je peux faire, grâce à chaque kit monté, qui ne vaut pas plus de 600 € pour un véhicule comme un bus scolaire, je peux quantifier de manière formelle la baisse de CO2 que je vais produire. Vous pouvez parler à tous les politiques de la planète. Je crois pas à la Martinique qui a ses bus qui roulent avec le kit. Les gens vous parlent d'hydrogène sans savoir de quoi ils parlent, ces politiques. Ils ne savent même pas comment il fonctionne l'hydrogène. Ils ne savent pas combien consomme d'air frais l'hydrogène. Ils ne savent pas la température des gaz d'échappement de l'hydrogène. Ils ne savent rien, mais ils vous parlent de vert. On a des énergies vertes. Mais en réalité, sous ce vert-là, c'est du vert sale. Moi, ce que je parle, c'est du pragmatique. Si en attendant, si on doit attendre 30 ans pour avoir des véhicules propres, pourquoi ne pas commencer à faire ce que l'on pourrait faire avec les reversions carbone des grands producteurs de pétrole, c'est-à-dire Elf, Total, etc. Au lieu de faire les 1% de toitures en isolation qui ont été complètement abusées par des entreprises qui se sont servies de ces 1% pour faire tout et n'importe quoi. Ces grandes entreprises auraient pu financer ces kits de carburation. Demain, quand on parle à un rural qui a son diesel et qu'on le traite de sale, lui, il n'a qu'une chose à dire, c'est que son diesel, il veut le conserver parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter la prochaine voiture électrique. En plus, la voiture électrique est encore plus sale que sa voiture diesel. Et que si on lui mettait ce kit, en plus, il pourrait payer moins cher les carburants puisqu'il ferait 10% d'économie et qu'en plus, il ne polluerait pas puisque sa voiture ancienne serait plus propre que les nouvelles. Expliquez-moi si ça, ce n'est pas de la politique pragmatique. Sauf que les industriels en question peuvent taper à toutes les portes, conseils régionaux, conseils départementaux. Oui, bonjour monsieur. Ah oui, mais l'ANSES, l'ADEME, machin, ils ont dit que… Attendez, il y a un brevet européen. Les gars qui ont des voitures qui ne passent pas au contrôle technique, le lendemain qu'ils ont mis le kit, ils reviennent au contrôle technique et on leur dit chapeau, elle est plus propre que les neuves. Voilà, donc c'est des exemples assez frappants de ce qu'on peut faire avec de l'écologie qui est réelle contre l'écologie dogmatique, où on est en train de tout enrober de vert, mais en direct, elle est factuellement plus mauvaise que celle que l'on peut avoir sur le territoire. Quand je traite des marionnettistes de ce monde, des grands marionnettistes que je dis aujourd'hui, nous avons les plus grands financiers là-dessus. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'une dérive sociétale sur la consommation carnée, pour laquelle on veut nous diriger vers la consommation cellulaire. On voit bien qu'L214 est financé à hauteur d'1 240 000 € par les grands financiers américains. Je ne pense pas que les Américains financent L214 pour s'amuser. Vous avez bien compris que le choix stratégique qui est fait, c'est de mettre à mal toute la filière élevage, d'avoir les moyens nécessaires pour faire des vidéos trash pour condamner les éleveurs en France. Alors, excusez-moi, je veux bien qu'il y ait quelques images dans certains abattoirs où il y a eu des dérives inacceptables, et encore c'est du ressort de l'État, de nos gouvernements, des préfets, mais arrêtons. Les éleveurs que je connais, c'est tous des éleveurs qui adorent leurs animaux, qui font de l'élevage exemplaire. Mais on est en train de vouloir assassiner la filière viande pour promouvoir la filière de consommation de synthèse. Donc tout ça, ça doit éclairer aussi cette vision que nous devons avoir pour la France de demain. Je ne crois pas que la consommation de viande de synthèse soit le bon pour l'humain. Excusez, je suis un rural. J'ai la prétention de penser que manger sain, des fruits, des légumes, notamment avec des vieilles variétés, de saison, hein, c'est bon, les circuits courts, ça permet d'avoir des humains en bonne santé plutôt que de consommer des viandes de synthèse, où j'ai cru voir même la semaine dernière qu'on nous parlait de consommer des viandes à base de cellules humaines, de ses propres cellules. Non, mais excusez-moi, je suis attaché à la viande locale, que ce soit la charentaise, la bretonne, la limousine ou celle de Gironde, la blonde d'Aquitaine. Je vais vous dire, jusqu'à preuve du contraire, et même je suis passé à côté de pas mal de choses, j'ai rien trouvé de mieux pour se trouver en bonne santé et avoir du plaisir. Parce que la notion de l'écologie politique aujourd'hui, je trouve que c'est plus du plaisir. L'humain, il a besoin d'avoir du bonheur quand même. Moi, je crois qu'en milieu rural,
notre équilibre sociétal, il est basé sur le bonheur. Le bonheur de la consommation, la gastronomie française, elle est magnifique. Le bonheur d'avoir de la liberté. Je crois que quand on est en train d'essayer de massacrer toutes nos traditions locales, alors ça passe par le folklorique, en passant par la tauromachie, la chasse, la pêche. Excusez-moi, je pense que les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les éleveurs, nous sommes des écologistes avant tout, nous sommes des amoureux de la nature. Contrairement aux écologistes qui viennent nous donner des leçons des villes, qui n'ont jamais passé plus d'une heure dans un mois dans la nature, on y est tous les jours, et moi depuis 60 ans. Alors vous voyez, les leçons d'écologie, je veux bien les entendre, mais quand j'ai pu voir M. Vincent Placé, totalement déplacé dans un bar, agresser des personnes issues de l'immigration, quand j'ai vu d'autres personnes de l'écologie donner d'autres leçons, excusez, les leçons, je n'ai pas à recevoir ni en humanisme, ni en animalisme, ni dans la nature. Je vais vous expliquer pourquoi. Les chasseurs, d'abord, il faut savoir, pour vous qui ne pratiquez pas, les espèces chassées sont que les espèces non chassées. C'est bizarre, non? C'est pourquoi les passereaux disparaissent alors qu'ils ne sont pas chassés? Pourquoi nous, on serait responsable du désert environnemental qui est en train de se créer alors que toutes les espèces que nous chassons se portent de mieux en mieux? Alors, je pourrais vous citer la palombe, le pigeon ramier que vous voyez à Paris, dans les grandes villes. Il est chassé surtout au filet, au fusil, il est même détruit parce qu'il y en a trop. C'est la preuve que le monde de la chasse n'est pas incompatible avec la dynamique des espèces, bien au contraire. Bien au contraire, et je pourrais philosopher dessus très longtemps. On le voit avec le sanglier, on le voit avec les cerfs, on le voit avec les chevreuils. Voilà, il y a tout qui plaide pour cette écologie avec l'homme au milieu de la nature. Le peuple des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, ce n'est pas incompatible avec la nature. Nous faisons partie de cette nature, qu'on le veuille ou non. Par contre, il y a des choses qui nous font réfléchir à nous les ruraux. Pourquoi dans mon jardin, je n'ai plus de hannetons? Est-ce que c'est le chasseur, le pêcheur qui a fait disparaître les hannetons? Est-ce que c'est l'agriculteur? Je ne sais pas. Ceci dit, chez moi, personne n'est venu faire des épandages. Alors c'est vrai que je peux me poser la question et vous dire, si les sables du désert viennent s'épandre jusqu'à Paris quand les vents sont porteurs depuis l'Afrique subsaharienne, jusqu'où peuvent se porter les particules des produits de synthèse? Je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est que les hannetons de mon enfance, ça n'existe plus. Nous les appelions les hannetons de la Saint-Jean, parce que c'était à l'époque où ils se trouvaient sur tous les poteaux. Tous les gamins à l'école amenaient des hannetons dans une boîte d'allumettes. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Les papillons ont disparu. Les libellules, n'en parlons pas. Je pourrais vous parler de la biodiversité en général, qui est en train de disparaître, et ce n'est pas le fait des chasseurs, des pêcheurs et des éleveurs. Par contre, quand je vois aujourd'hui la situation des perturbateurs endocriniens, quand ça fait 6 ans que je bosse durement pour faire expliquer que ça suffit de mettre au pilori les agriculteurs sur les nitrates, alors qu'on sait très bien que le modèle agricole a évolué et qu'aujourd'hui on ne met que la quantité de nitrates pour faire pousser la plante. Ces gens-là ont bien compris que c'est compliqué devant le dumping sociétal et social qu'ils ont. Ils ne doivent pas dépenser plus pour pouvoir arriver à tenir leur exploitation. Pour autant, à chaque fois, on met sur le dos des agriculteurs nitrates, pesticides. Qui, aujourd'hui, parle de la pollution environnementale due aux stations d'épuration gérées par les élus? Qui parle de cela? J'entends pas les écologistes. Je n'ai jamais vu les écologistes au pouvoir dire il faut stopper le modèle de traitement de ces eaux. Aujourd'hui, je crois que j'ai vu passer un article dans Le Monde, on nous parle de 147 tonnes de molécules, mais on est bien au-delà. Bien au-delà. Aujourd'hui, toutes les stations d'épuration de France sont en train de relarguer les œstrogènes, les produits de synthèse, les drogues de synthèse, antibiotiques, tous les produits chimiaux, etc. Tout ça, ça va dans nos milieux aquatiques. Ils ne sont pas traités. Les métaux rares, les métaux lourds. Il y a des études qui viennent de sortir sur les martins pêcheurs en bordure des stations d'épuration. Ils sont tous chargés de mercure. Donc, à un moment donné, j'aime bien les gens qui donnent des leçons aux chasseurs, des leçons aux agriculteurs, sauf que ce sont les mêmes qui, avec des saletés, je vous raconterai une histoire dessus vite fait, mais on ne peut plus aujourd'hui. Et je voudrais bien que, d'ailleurs, je vais refaire un courrier à Mme Pompili, j'en ai fait un sur l'éolien, elle va avoir au second, sur les stations d'épuration, parce qu'un jour, Mme Pompili, qui veut mettre en place le délit d'écocide, va peut-être se retrouver Mme Pompili avec un délit d'écocide si elle ne fait rien. Pourquoi pas? Ça marche bien qu'une verte se retrouve
devant un tribunal pour délit d'écocide, parce que c'est un peu trop facile de faire de la politique, qui est en train de faire de la politique contre les braves gens sur le terrain, et par contre, en politique, on laisse tout passer. Donc, les perturbants endocriniens, les stations d'épuration, tout cela, ce sont des dossiers extrêmement connus et pour lesquels on ne fait rien. Par contre, vous voyez, les poissons qui deviennent mâles ou femelles, ils savent plus ce qu'ils sont. C'est ça, les fameux perturbateurs endocriniens. Les batraciens, il y a des études de fait, mais on me répond qu'il y a trop de quantité, il y a trop de volume et ça coûte trop cher. Excusez-moi, c'est ce que je réponds à certains politiques, si c'était une entreprise privée qui faisait ça, croyez-vous que le traitement serait le même? Je ne le crois pas. Et donc, on imposera là aussi des mesures drastiques là-dessus parce qu'il est impossible de continuer à avoir un traitement différentiel entre, que ce soit des élus qui gèrent des stations d'épuration ou des privés qui gèrent une industrie. On en reparlera sur d'autres sujets, mais là-dessus, il y a quand même du factuel. J'étais en train de penser aussi sur ces perturbateurs endocriniens et sur la politique qui est faite aujourd'hui par nos gouvernants, qui font tout pour habiller de vert ce qui est sale. Il y a 7 ou 8 ans, j'étais à l'époque au CESE, au Conseil environnemental et social à Paris, et j'ai rencontré sur un débat un peu similaire un illustre ministre de l'Environnement, maire d'une très grande ville en France, qui venait nous faire un discours sur l'exemplarité de sa belle ville, pour lequel, effectivement, il faisait du compost avec les résidus des stations d'épuration. Je lui ai dit bravo monsieur, vous faites du compost avec du mercure, du plomb, du cadmium, c'est ça votre politique environnementale? Et la seule réponse de ce brave ministre de l'écologie, c'était de me dire, je croyais qu'ici c'était un lieu de consensus. Vous plaisantez. Voilà, vous plaisantez. Pourquoi je suis toujours là en train de faire de la politique et pourquoi je suis remonté contre ce qu'on nous vend de gratuit, de vert et de beau, qui en réalité, comme l'éolien, le solaire, la voiture électrique, n'est ni plus ni moins que sale. Il n'est là que pour servir l'écologie politique et c'est une vaste, je ne dirais pas le mot, qui va conduire à un échec gravissime pour notre nation. Parce que tout le monde sait, vous regardez dans Arte, hein, la voiture électrique, de toute manière, elle n'a même pas 20 ans devant elle. Mais la France ne se relèvera pas de toutes ces erreurs grossières qui sont faites sous l'égide de l'écologie politique. Voilà. Donc, je vous invite vraiment, vous, notamment les jeunes, parce que moi j'arrive à une génération, je m'inquiète plutôt pour vous et l'avenir de notre pays, mais il y a forcément des choses à faire et à corriger. Je mettais, alors je regarde un peu dans mes notes, mais ce que je voulais vous dire d'autre sur les jardiniers, les naturalistes, les observateurs de la nature. On a aussi des sujets qui sont transverses pour lesquels, là aussi, on se demande pourquoi nos ministères n'approchent pas de tous ces dossiers pour lesquels les gens comme moi ou comme quelques-uns qui nous regardent aujourd'hui ont découvert, parce qu'ils ont été impactés, soit par une éolienne à côté de chez eux, soit par un champ électromagnétique, soit parce qu'on a mis une antenne relais, que tous ces petits problèmes, en réalité, ils se tiennent tous. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais sur l'éolien, par exemple, en Allemagne, les chercheurs allemands ont étudié des parcs éoliens pendant 24 ans, ont découvert que c'était un hachoir à insectes. Alors quand je dis ça, les gens rigolent, les politiques n'en parlent pas. Et pourtant, vous voyez, derrière l'étude allemande, il y a beaucoup de logique. Comme pour les oiseaux. En réalité, vous mettez les éoliennes dans les courants d'air, là où il y a du vent, quand il y en a un, pour faire tourner l'éolienne. Et les insectes en migration choisissent les courants d'air aussi, en des hauteurs entre 50 et 200 mètres, c'est-à-dire pile poil dans la hauteur des éoliennes. Et les Allemands ont produit et inscrit que les éoliennes perdaient jusqu'à 10% de leur capacité par le nombre d'insectes collés sur les pales. Ils ont chiffré ça en millions d'insectes prédatés par les éoliennes. Mais personne n'en parle, c'est pas grave. On nous parle des abeilles, on nous parle des pesticides, mais surtout pas des énergies vertes tueuses d'insectes ou d'oiseaux. Vous prenez les antennes. Moi, j'ai des cas d'un éleveur. J'en ai 2 ou 3 en mémoire, mais ce sont des exemples parmi tant d'autres. Stéphane Lebéchec, vous verrez, il y a Didier Potiron, Céline Bouvet.
des éleveurs qui ont des propriétés bien ciblées. Ce monsieur, il a de la chance. Il me dit, j'ai de la chance, moi, parce que mon habitation n'est pas sur mon exploitation. Il me dit, monsieur, sur mon exploitation, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a pas de rats, il n'y a pas de souris, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de papillons, il n'y a pas de libellules. Mes vaches meurent, j'ai plus de veau, j'ai plus de lait, j'ai plus rien. Et vous ne savez pas quoi répondre. Et leur seule question que vous posez, c'est que fait le préfet, que font les services de l'État. Et on fait tourner en rond. On ne répond pas jusqu'à temps que l'éleveur il en crève. On l'a fait pareil sur le parc des Quatre Seigneurs en Loire-Atlantique. Les gens ne dorment plus, les éleveurs perdent tout. Et quand ils sont ruinés, on vient saisir leurs fermes et on les met à la porte. Il y a les enfants de Sainte-Bazanne, il y a des problèmes avec des gamins qui ont des cancers pédiatriques incroyables. Incroyables. 10 enfants entre 7 ou 4 et 10 ans dans un même canton et on vous dit qu'il n'y a pas de cluster. L'ANSES n'a rien trouvé à redire. Et vous vous rendez compte, c'est parfait. Enfin, moi, je suis né, mon grand-père buvait un peu de vin, fumait des cigarettes sans filtre. La pire des choses. Il avait 86 ans, il mangeait en plus un peu de gras, il faisait du cochon, qu'est-ce que vous voyez? Et là, on nous explique que des gamins de 4 à 10 ans, c'est normal qu'ils aient des cancers dans un canton qui en a une dizaine. Bizarre, n'est-ce pas? Alors que sous l'école, il passait un gros câble électrique d'alimentation. Mais on se fout de qui dans ce pays? De qui? Quand ce sont des choses factuelles, on ne les invente pas. C'est filmé, c'est enregistré. Il faut 10 ans pour faire émerger juste, là on commence juste parce que ça chauffe de partout, à vouloir répondre à ces gens-là. Voilà, c'est des ministres qui sont en charge, comme Mme Pompili, c'est la génération verte. Mais j'attends de voir ce que fait la génération verte sur des problèmes humains, environnementaux et sanitaires. Pour l'instant, je ne vois rien, à part casser du chasseur ou du pêcheur, casser des mangeurs de viande. Si c'est ça l'écologie politique, j'en veux pas. J'en veux pas. Et je vous invite à être très, très attentif sur tous ces sujets, parce que vous verrez derrière que quand on gratte le vernis, sur quelques sujets, je suis d'accord. Mais les aubergines et les pastèques, ils n'ont rien inventé. Pire. Ils vous envoient vers un avenir qui ne sera pas un avenir de plaisir et de liberté. J'y préfère l'écologie du bon sens. Alors on pourrait en rajouter à l'infini, certes, je suis d'accord sur les problèmes des pesticides. Là encore, j'en veux à nos gouvernants, j'en veux pas aux agriculteurs. Ce n'est pas eux qui ont demandé à passer tel ou tel produit. De qui se moque-t-on? Qui a signé les autorisations de marché? Ce n'est pas la viticulteur qui l'a signé, mais qui a signé? Notre pays est gouverné par des... Je ne sais pas, parce que quand on voit le dernier épisode Covid avec le docteur Raoult et les autres, les scientifiques, les contre-scientifiques, etc., comment voulez-vous faire confiance? On nous traite tous de complotistes. Mais arrêtons. Les complotistes, il n'y en aurait pas si on avait des pères de la nation qui sont entiers, justes, avec des informations claires. L'histoire, et tout le monde le sait, elle a chargé notre passé d'incertitude parce qu'il y a eu l'amiante, parce qu'il y a eu le sang contaminé, parce que les responsables dits non coupables ont entaché la parole politique. Et l'arrivée des Verts n'a rien construit. Pire, elle vient nous vendre de l'énergie qui n'est pas verte, des véhicules qui n'en sont pas moins. Comment voulez-vous faire confiance? Je crois que la confiance, elle reviendra quand on arrivera tous à se poser les bonnes questions et quand notre éducation nationale et les parents donneront ce choix et à nos enfants de creuser et de bien aller chercher l'information pour demain être en capacité de construire une nation beaucoup plus responsable que celle qu'elle est aujourd'hui. Moi, c'est le seul vœu que je fonde. J'ai déjà profité d'une belle vie, malgré que j'ai subi ce que je viens de vous dire. J'ai travaillé dans la chimie, donc je sais de quoi je parle. J'ai subi l'amiante, je suis suivi en permanence sur les poumons. Quand on m'explique que l'éolien, c'est propre, je réponds à ces individus d'EDF, Énergie Nouvelle, de Valorem et bien d'autres. Oui, l'amiante aussi, c'était propre. Ne comparez pas, M. Pujalon, les éoliennes et l'amiante. Ah oui, bien sûr.
Alors expliquez-moi d'où viennent les terres rares dans les cheveux et dans les poils des vaches. Expliquez-moi pourquoi les vaches de 750 kg meurent, pourquoi les veaux sont difformes et qui s'ouvrent, et quand on les ouvre, les viscères sont explosés. Expliquez-moi. Moi, je voulais tout entendre de cette écologie-là. Le sang contaminé, une belle affaire. Je ne parle même pas des médicaments, de tout ce qu'il y a eu derrière. Donc, à un moment donné, je pense que notre mouvement est fondé à remettre une écologie du bon sens. Et de toute manière, nous allons faire tout pour cela. Évidemment, il va falloir remettre en place des circuits courts, des fruits et légumes de qualité et de saison, apprendre aux gens comment il faut se nourrir, et puis retravailler avec des gens qui veulent diriger la France vers le progrès et non pas vers la régression. Je pense que nos ingénieurs, nos grandes écoles sont capables de nous produire quelque chose pour un avenir serein et qui nous permette de réindustrialiser la France. Mais pour cela, il va falloir que tout le monde s'y mette. Mais ce ne sera pas la France réindustrialisée par la fainéantise de nos politiques pour la diriger vers uniquement des productions vertes. Je crois qu'on a un autre avenir à construire et une autre écologie à construire ensemble. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Pujalon. Alors, de nombreuses questions en commentaire ou en message privé. La première question est la suivante. Les militants verts sont-ils les mêmes qui militent dans les associations d'extrême gauche? Droit au logement, Extinction Rebellion ou encore les associations immigrationnistes? Je pense qu'il y a un mélange des deux. Il y a une partie, mais pas totalement. Il y a des gens, je pense réellement, qui sont chez les Verts parce qu'ils ont subi des problèmes environnementaux. J'ai en mémoire 2 ou 3 jeunes dames, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui ont culpabilisé après avoir donné des biberons plastiques avec le biphénol A, avec quelques problèmes pour leurs enfants. Et je pense que ces gens-là se sont dirigés vers l'écologie pour ces raisons-là. Après, pour les autres, oui, effectivement, il y a un peu de tout. Il y a une déshérence politique à gauche, et donc on a pris d'autres courants. Autre question, le combat pour la biodiversité est-il un combat à mener? Autrement dit, est-ce un combat qui est partagé par les militants écologistes que vous vilipendez? Ou alors est-ce au contraire une thématique de votre courant d'idées? Disons que par ma nature, je suis quelqu'un de très sociable et donc je partage volontiers même avec les écologistes sur des combats. Nous en avons partagé. D'ailleurs, j'ai partagé parfois avec des gens avec qui on est opposés sur plein de sujets, avec la LPO par exemple. J'ai partagé des combats contre des éoliennes sur l'estuaire de la Gironde. Avec Europe Écologie Les Verts à la région Nouvelle-Aquitaine, je travaille sur les perturbateurs endocriniens, sur d'autres sujets. Il y a des sujets où on doit se rapprocher. C'est l'intérêt général qui prime, hein, et notamment l'intérêt de la nature. Voilà. Après, il y a d'autres sujets où, évidemment, on est totalement en désaccord. Ça peut être sur le loup, ça peut être sur l'ours, ça peut être pour plein d'autres choses, les éoliennes, j'en passe les meilleurs, vous l'avez compris. Autre question d'une internaute qui vous demande « Que pensez-vous du combat mené par Greta Thunberg et comment expliquez-vous son succès, notamment auprès des jeunes ?» C'est un peu ce que j'ai dit durant cet exposé. La manipulation et puis la perte de repères. L'éducation nationale qui a servi cette bouillie depuis plusieurs générations. Et donc, du coup, on est aujourd'hui dans cette montée en puissance d'une écologie factice, paillette, dirigée par des marionnettistes. Et Greta Thunberg fait partie des pantins manipulés pour aller manipuler les jeunes générations sur des choses qui ne sont pas factuelles, qui sont mensongères. Malheureusement, il y a une perte de crédibilité. Il y a aussi le fait peut-être aussi que notre société, notre vie en général, nous écarte de cette relation à nos enfants pour leur expliquer la nature. Et puis, on a 80% de gens qui vivent en milieu urbain. Je ne dis pas que tous ne connaissent pas la nature, mais leur vie trépidante de tous les jours ne me permet pas d'éclairer sur des choses factuelles. Et donc, ils s'alimentent de tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, etc. Et je pense qu'il y a une perte de connaissances et aussi une perte de recherche de vérité. Il y a un internaute qui vous pose la question, est-ce que vous avez observé que les donneurs de leçons, je parle évidemment des écologistes, sont-ils plus souvent urbains que ruraux?
Une bonne partie, oui. Une bonne partie, oui. Mais vous savez, on est toujours à se dire, c'est tellement gros quand on voit Nicolas Hulot avec ses Zodiac et ses 2 moteurs de 300 chevaux, son hélicoptère, ses 3 maisons. Bon, quand on voit De Rugy qui mange des homards aux frais de la princesse, quand on voit monsieur Jean-François Placé en train de boire un coup au bar et d'insulter les gens, enfin, le tableau est tellement gros que le décalage, il est là. Enfin, je veux dire, ces gens-là ont choisi une voie politique porteuse. Et donc, pour certains, je ne suis pas certain que sous le costume, il y ait beaucoup de vert. Autre question, pourquoi la droite ne s'intéresse-t-elle que depuis peu à l'écologie? Et autrement dit, pourquoi elle a laissé le champ libre à la gauche, y compris la gauche radicale? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un moment charnière dans l'histoire politique française qui a permis justement aux Verts de prendre le monopole sur cette thématique qui vous est chère? Je pense que c'est le propre de l'humain. La droite était tellement costaud qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter de l'écologie. La gauche s'est fracturée complètement et donc elle a laissé un courant au vert pour pouvoir prendre ça et piocher aussi sur la partie sociale. Et donc, du coup, ça leur a donné cet appel d'air qui les a fait grossir. Et puis, le Parti socialiste avait besoin des Verts pour continuer à avoir des chances d'être élu. Et donc, à un moment donné, l'élève a dépassé le professeur et puis ils ont pris toute la place. Et la droite a fini elle aussi par reculer. Et aujourd'hui, elle comprend que ce sujet est important, qui ne peut pas être laissé de côté. Sinon, évidemment, pour une présidentielle, si quelqu'un n'a pas un programme audible en termes d'écologie, il a peu de chances d'être élu. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, tous les présidents de région qui vont être candidats se grattent la tête pour savoir comment il va être plus vert que les Verts. Une autre question, que pensez-vous des propositions de la Convention pour le climat qui a rendu ses conclusions il y a quelques mois et dont elles ont fait la une des médias, notamment sur des propositions que beaucoup jugent ahurissantes? C'est la même chose quand je parlais des marionnettistes. C'est une poignée de pantins qui ont été aiguillés par ceux qui ont dirigé cette convention pour laquelle on savait pertinemment ce qu'elle allait en sortir. C'est une... Enfin, je n'ai même pas de mots pour dire ça. C'est affligeant. Affligeant parce que ça va redonner ça. Derrière tout ça, vous avez le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale et puis le CESE qui est en train d'essayer de retrouver une virginité. On a mis en place cette convention, ça a été géré au Conseil économique et social. Des gens ont été tirés au sort bizarrement avec tous un corpus particulier. Et puis ceux qui ont dirigé, vous voyez, parce que c'est pas tombé comme ça du ciel, et les gens, vous voyez bien au quotidien, et tous ceux que vous côtoyez en général n'ont pas toutes ces attentes-là au quotidien en priorité. Donc on voit bien que tout ça, ça a été manipulé. Voilà, ça ne me grandit pas la politique. Ça ne grandit pas la politique. Et puis, je vous propose de vous poser la dernière question, puisque nous arrivons au bout de cet échange. Pensez-vous que nos libertés sont en danger avec les décisions qui sont prises par le gouvernement d'Emmanuel Macron suite au confinement? Oui. Alors oui, ça me désole d'ailleurs. Ça me désole parce qu'en réalité, on n'aurait même pas besoin de se poser cette question. D'abord parce que c'est un choix d'une nation qui aujourd'hui a perdu tous ses repères. On a plusieurs problèmes, hein, mais on a des gros problèmes aujourd'hui sociétaux avec des zones de non-droit qui ne devraient pas exister, avec des comportements qui ne devraient pas l'être. J'ai dans le cœur, j'adore des pays comme l'Uruguay par exemple, des gens qui ont une autre vision sociétale, où il n'y a même pas besoin d'avoir une armée ou une gendarmerie parce que leur comportement, les citoyens, aujourd'hui en France, on n'en est pas là. Donc, on a besoin d'avoir une police efficace, des forces de l'ordre en action. Pour autant, ça ne supporte pas de dérapage, même si c'est le fruit d'un laisser-faire trop longtemps, de situations de travail extrêmement compliquées, dont je ne voudrais même pas l'approcher. On ne peut pas se faire cracher la figure tous les jours. Les provocations sont permanentes.
Notre justice n'est pas à la hauteur. Monsieur Moretti ferait bien de se reprendre un petit peu parce qu'il me déçoit fortement, très fortement. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Et aujourd'hui, empêcher d'avoir des vidéos, je vous le dis, à une époque, j'aurais applaudi les deux mains. Aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Je peux vous dire que je vois aujourd'hui des gens, vous savez, on ne peut pas empêcher le citoyen lambda de faire des copier-coller. Il voit les banlieues où on brûle tous les soirs des centaines de voitures, où on deal dans la rue, où on caillasse les pompiers, où on attaque les docteurs, on jette des feux d'artifice sur les forces de l'ordre. Il n'y a pas de problème. Et puis un chasseur qui va aller dans sa cabane de chasse de nuit, on lui envoie la gendarmerie, les gardes de l'office, avec des torches, à 23 heures, sous les déluges, les trombes d'eau, en mettant des coups de poing et des coups de pied dans les portes. Est-ce que c'est la rafle? Est-ce qu'on est en train de chercher le vilain petit canard de la société qui ne fait que passer sa nuit tranquillement? Et je vous dis aujourd'hui, je suis déçu de ma justice. Les libertés sont en train de se barrer. Il y a impérativement à se reprendre et j'espère que la droite va faire un jour ce vrai travail de fond. Il va falloir renettoyer tout ça, toute notre justice, parce que, évidemment, que du jour au lendemain, et je rajoute une couche avec le Covid, mais notre vie, si c'est pour se lever le matin en ayant à la sortie de la porte tout ce qui est pour nous contrôler, nous mettre des PV, nous empêcher de ceci, nous empêcher de cela, nous culpabiliser parce qu'on mange un bout de viande, parce qu'on boit un peu de vin, et je ne sais pas quoi encore. Expliquez-moi si c'est juste pour avoir l'avenir de M. Benoît Hamon, minimum vital avec 1 000 € par mois à la maison et un joint. Ce n'est pas ma vision de la vie en France. Et j'espère qu'on pourra proposer autre chose, le mouvement de la ruralité, et notamment nos partenaires politiques, pour qu'un jour, on change cette perspective-là. Eh bien, il nous reste à vous remercier chaleureusement, Monsieur Élie Pujalon, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Hein. Je crois que les verts sont rhabillés. Vous disiez tout à l'heure qu'ils étaient rouges, habillés de vert, mais là, je pense qu'ils sont profondément... On a les pastèques et les aubergines. Faites attention, des aubergines font de la surenchère. Hein. Très bien. Ils vont dépasser les mètres aussi. Merci beaucoup pour ces éléments de décryptage. Vous qui, encore une fois, avez maille à partir avec tout ce mouvement dévastateur, notamment pour nos traditions. Donc voilà, merci beaucoup, Monsieur Pujalon. Je propose aux jeunes qui suivent nos formations de se retrouver mardi prochain, puisque nous aurons la chance de recevoir David Azerrad, qui est chercheur dans une université américaine et qui viendra nous décrypter l'actualité chaude suite aux élections présidentielles qui ont eu lieu ces dernières semaines. J'en profite pour inciter les jeunes qui nous regardent, qui veulent trouver un discernement pour leur engagement ou qui veulent professionnaliser l'engagement qu'ils ont déjà, à postuler à l'Institut de formation politique et à suivre une formation à la fois intellectuelle et pratique, qui vous permettra de prendre des responsabilités dans la politique, dans les associations, dans les universités ou encore dans les médias. Pour postuler, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.ifpfrance.org et nous serons ravis de vous accueillir dans cet institut donc, qui a été fondé en 2004 et qui compte aujourd'hui 1800 élèves. Merci encore de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition des Grands Témoins de l'IFP. Au revoir et très bonne soirée. Merci encore, Monsieur Pujalon. Bonne soirée. Le mouvement de la ruralité, c'est l'esprit d'ouverture pour vivre ensemble dans le respect de l'autre. À toi qui viens d'ailleurs, vis au son de ton nouveau village. Profite d'un ciel sans nuages